Heureuse de vous retrouver, très chers téléspectateurs, et bienvenue à tous. 13 journées déjà jouées en D1 Lonato cette saison, et il fallait donc qu'on fasse un bilan dans cette émission de cette phase allée du championnat de première division togolaise. Et ce soir, nous y sommes. Un programme très alléchant vous attend. Restez juste des nôtres pour les prochaines 90 minutes. Et je suis bien avec des invités. Il est avec nous Wadja Lantam, ex-capitaine des éperviers et coach de Barracuda. Bonsoir. Bonsoir Gloria. Comment vous allez? Très bien. Super. D'accord. Et juste à côté, on a Sebabi Neni qui est également ancien directeur technique national et également entraîneur de football. Bonsoir. Bonsoir Gloria. Comment vous allez? Je vais très bien. Et super. Je vais super bien, par la grâce. Et Ali Atiko également aussi est avec nous, journaliste sportif. Bonsoir. Bonsoir Gloria, bonsoir à toutes et à tous. Et petite correction, c'est Eli. Voilà. Voilà, c'était juste un lapsus. Bah, ouais, ça arrive à tout le monde, naturellement. Donc, super, alors. Merci. Merci à vous. Super. Alors, on va y aller donc sans plus tarder avec le sommaire. La phase allée du championnat de première division après 13 journées intenses a été marquée par des performances remarquables. Nous ferons dans ce numéro un bilan de cette première partie avec certains clubs. 5 joueurs locaux convoqués pour la 5e et 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026, dont le gardien de but, un défenseur, 2 milieux de terrain et un attaquant. C'est un sujet qui fera office de débat dans la rubrique Doc de la semaine. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais. Alors, démarré le 14 décembre dernier, 2024, la phase allée de la D1 Lonato saison 2024-2025 a pris fin le 7 mars avec diverses fortunes pour les différents clubs engagés. Et il nous incombe donc ce soir de faire un bilan très succinct de cette mi-saison. On va donc commencer avec un club, on parle bien sûr de l'ASK. L'ASK sur les 13 matchs joués, c'est 5 gagnés, 3 défaites et 5 nuls avec 13 buts encaissés et 16 marqués. Alors, est-ce que pour autant on va dire que c'est une bonne star pour l'ASK? Elie, on va commencer avec vous. Alors, quand on regarde un peu les différentes saisons de l'ASK, habituellement à cette partie de la saison, c'est une équipe qu'on retrouve soit à la première, la deuxième ou la troisième place. Mais cette fois-ci, c'est une équipe qui ne se retrouve pas véritablement. Et on se dit, on ne va pas dire que c'est bon pour l'ASK parce que c'est beaucoup plus compliqué. On les attendait à un niveau, tout comme peut-être à ce qu'on en parlera. C'est des équipes qui sont habituées au continent, c'est des équipes qui ont fini habituellement vice-championnes ou championnes, qui ont remporté des trophées, à l'instant de la Coupe du Togo parfois ou bien la Coupe de l'Indépendance. Mais quand on regarde un peu l'élan de cette équipe, d'autant plus que cette équipe a changé de stade, cette équipe joue désormais dans son pop stade, le stade de Welu. On se disait oui, ça devait être un plus, un bonus pour cette équipe pour arriver, mais quand on remarque l'ASK avec 5 défaites en 13 journées, ça ne leur arrive pas habituellement. Et donc c'est une équipe qui au début de cette saison, on ne se retrouve pas. Et donc on va se poser la question essentiellement, est-ce que ASK va pouvoir finir sur le podium? La question reste un peu suspendue, mais on va y aller avec vous, Sebabi. C'est vrai qu'ils ont terminé à la 5e place juste en battant l'AS Bina à la dernière journée. Ça veut dire que pour vous également, vous partagez l'avis d'Elie ou sinon, ça va bien pour l'ASK? Les stats ne donnent pas vraiment favorite à l'ASK parce que c'est une déception selon moi, puisque lorsque vous jouez sur vos propres installations, vous devez pouvoir glaner les points si vous voulez aller loin. Et l'ASK par le passé a démontré beaucoup de choses. Bon, voilà, c'est le constat. Hein. Les débuts du championnat ne sont pas toujours roses à l'ASK. C'est progressivement qu'ils arrivent à atteindre. Mais est-ce que cette saison, il y a eu un réveil tardif? Oui, le réveil tardif, on peut le dire, mais il y a aussi autour de l'ASK ce qu'on appelle la nouvelle organisation. Parce que tout le staff a été changé.
Donc il a fallu un nouveau staff. Alors que l'ACK, avant le début de ce championnat, avait participé à une compétition africaine. Je pense que ça devait faire partie de leur préparation d'avant le championnat. Mais aujourd'hui, ce changement de staff peut être un déclic pour ACK négativement. Donc finalement, ça a fait qu'il y a eu un début difficile pour l'ACK. Wadia. Écoutez, ce championnat, je pense que toutes les équipes... Vous parlez en conséquence de cause. Je parle en conséquence de cause. Les cadors qui devaient être ceux qui devaient chapeauter ce championnat se retrouvent en mi-tableau ou carrément en bas du tableau. Oui. Et comme on le dit, un championnat, ce n'est pas une course de vitesse, c'est une course de fond. Donc on espère que cette phase de retour, les choses vont rentrer dans l'ordre. Alors, le responsable Ameto Kodo Messon également, dans ton avis, fait lui son bilan par rapport à cette phase aller. On va l'écouter. Oui, le bilan est maigre pour nous parce qu'on a joué 13 matchs, 3 défaites, 5 nuls et 5 victoires. C'est un peu maigre. On va corriger. Ce qui a corrigé, on verra la fin du championnat. Est-ce que vous savez ce qui a corrigé pour l'ACK finalement quand vous regardez le bilan des 13 journées jouées selon Ameto Kodo? Alors, au niveau de la SCK, je pense d'abord qu'il faut corriger l'entourage de l'équipe, du staff et tout. Essayer d'avoir beaucoup plus la tête sur les épaules. Oui. Mais quand je viens directement à Ameto Kodo lui-même, je pense que la gestion de son équipe, les changements de son équipe, parfois, ça pose problème. C'est vrai, c'est un entraîneur qui essaie de produire, de faire du jeu, de garder le ballon. Mais parfois, lorsque cette équipe, c'est malheureusement ce qu'on a constaté, arrive à avoir 2 buts d'avance, je pense qu'il y a un certain relâchement. Le coach est temporisé en calme, il met, comme il aime à le dire, c'est-à-dire c'est-à-dire il faut faire des passes et tout. Mais parfois, ça lui joue des sales tours. Par exemple, on va prendre le match contre l'Étoile filante ici à Lomé et à CK. Donc vous pensez que peut-être après 2 buts peut-être encaissés, il fallait faire peut-être le dos rond et essayer de juste... Non, même s'il faut garder le ballon, c'est qu'il ne faut peut-être pas faire une possession stérile. En tout cas, la possession doit toujours faire peur à l'adversaire, comme quoi à tout moment on peut nous piquer. Et l'équipe doit avoir faim. Ce n'est pas, on ne se contente pas de 2 buts, on peut marquer autant qu'on le veut, autant qu'on en a l'occasion. Mais tant qu'il ne le fait pas, c'est compliqué pour cette équipe. Mais est-ce qu'ils avaient cette capacité-là de pouvoir faire mieux que ce qu'ils ont fait finalement, avec l'équipe, avec l'entraîneur et tout? C'est-à-dire que quand vous entendez l'entraîneur parler, c'est comme à la phase retour, il va trouver des solutions sur ce qui n'a pas marché. Techniquement, tactiquement. Selon lui, l'organisation, tout ça là de l'équipe, ils auront des solutions d'approche. Mais en réalité, est-ce que ces jeunes, parce qu'il y a beaucoup de départs dans cette équipe d'ACK, et il y a beaucoup aussi de jeunes qui sont arrivés. Est-ce que ces jeunes peuvent être moulés dans le système de jeu d'Ameto Kodo? Parce qu'il y a un changement de staff. Donc ça veut dire que changement de style de jeu, changement d'organisation dans le jeu, changement de système de jeu. Donc je pense que selon lui, dans les phases retour, j'ai l'impression que vous n'êtes pas assez confiant, mais est-ce qu'Ameto Kodo lui-même il est assez confiant par rapport à cette phase de retour? On va plutôt l'écouter. C'est un début, et tout entraîneur a sa façon de travailler. J'ai ma façon, les autres aussi ont leur façon. Bon, c'était une équipe qui était là avant mon arrivée. On va essayer de se comprendre et parler, on va discuter et on verra ce que ça va donner la phase de retour. Mais je promets déjà que la phase de retour, l'ACK va montrer sa couleur. Quand vous entendez Ameto Kodo avec ces genres de discours, est-ce que vous avez confiance, comme lui-même il a confiance à son équipe finalement? Comme on le dit, si tu ne convaincs pas, il faudrait que tu sois convaincu. Donc si aujourd'hui il est convaincu que la phase retour, la ACK va montrer un autre visage, c'est qu'il sait ce qu'il a à faire. Donc je suis un entraîneur aussi, je vais pas le juger. Et non, c'est pas un jugement, c'est juste votre avis. Je sais, mais bon, il a ses prérogatives, il sait ce qu'il attend pour cette phase de retour.
D'accord. Non, oui, allez-y. Moi, je trouve que je ne sens pas de la confiance, en fait. Parce que, pour moi, il y a déjà de l'échappatoire. Cette équipe était là avant mon arrivée. Oui. C'est-à-dire, si j'échoue, j'ai déjà l'argument parfait. Parce que, justement, le coach Nieni l'a dit, l'ASK avait pris part à la Coupe africaine des champions, c'est-à-dire à la Coupe CAF. Et c'était un autre staff. À Metokodo, on ne l'attendait pas, on l'attendait tous encore à l'OTR quand il est arrivé. Le recrutement, il est fait. Les joueurs sont blessés. Il y a plusieurs joueurs qui sont blessés sur cette phase aller. Et donc, parfois même, on parle de ne pas avoir la main libre pour travailler. Donc, oui, ici, il promet. Tous les entraîneurs vont vous promettre qu'à la phase retour, même Doumbé de Mango va vous promettre qu'à la phase retour, on va sortir premier. Il n'y a pas de souci pour ça. Oui. Maintenant, mais moi, je trouve que dans son discours, il trouve déjà un argument au cas où ça ne va pas. C'est-à-dire, je n'étais pas à la base du recrutement de cette équipe. Donc, Wadja, est-ce que vous êtes d'accord? Non, pas d'accord, parce que c'est un entraîneur aguerri. Aujourd'hui, à Metakoro, il sait ce qu'il allait faire à la SK. Et si on l'a fait appel, c'est parce qu'on a cru en lui. Mais si aujourd'hui, lui-même, il se met en doute, c'est qu'il ne peut pas arriver. Est-ce que vous avez ressenti un doute alors, dans son discours? Ben, pas doute, pas au sens propre du terme, mais qu'il doit refaire l'équipe à sa façon. À sa façon. Voilà, aujourd'hui, il a pris l'équipe en marque, il a pris l'équipe. Qui avait un autre staff. Aujourd'hui, c'est lui qui est le patron. C'est à lui Vous trouvez qu'il n'est pas encore vraiment moulé Il n'a pas encore retrouvé ce qu'il veut faire avec cette équipe. J'ai l'impression que vous êtes d'accord. Non, je suis d'accord avec ce qu'il dit, mais moi je vais ajouter un plus. Ok, d'accord. Parce que quand vous allez pour prendre un club, là où l'autre entraîneur a laissé le club, c'est un défi pour vous. Il ne faudrait pas redescendre. Il ne faudrait pas redescendre, plutôt dépasser ces défis. C'est pourquoi il faut vraiment faire les contours des choses pour accepter la mission qu'on va vous confier. Donc si tu ne fais pas attention à cette réflexion, tu vas aller et dès le début, tu vas penser que je ne pourrai pas relever les défis. Et ça devient compliqué. Mais en ce moment-là, tel qu'il est dit, peut-être qu'il a observé l'entourage, la phase aller. Il a vu ce qui n'a pas marché. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que ça marche? Il a vu aussi, il a pris contact avec les dirigeants, les joueurs, ils ont échangé. Et il est rassuré de faire quelque chose de mieux pour la phase retour. On espère en tout cas pour l'ASK, pour cette phase retour. Mais en attendant, il y a eu également d'autres clubs qui ont joué cette phase aller. Et bien sûr, on parle de l'AS OTR. l'AS OTR a gagné plus de la moitié de ses matchs, c'est-à-dire 7 au total, 5 défaites et un seul match nul. 13 buts marqués contre 13 encaissés. Avec 22 points, ils sont deuxième au classement, l'AS OTR. Est-ce que c'est un bilan satisfaisant? Je pense que pour l'AS OTR, au vu de ce classement, ça va. Au vu du changement de staff qu'il y a eu de manière plus ou moins brutale en début de saison, au vu du départ de leur buteur attitré Bruno Avotor, on se dit oui à ce niveau de l'AS OTR parce que moi personnellement, je ne m'attendais pas à voir l'AS OTR à ce niveau, deuxième de la compétition. C'est vrai qu'il y a pas une certaine constance dans les résultats. C'est vrai que dans le jeu, ce n'est pas aussi encore fluide, mais habituellement, l'AS OTR au début de chaque saison, c'est le club de coach Nieni d'ailleurs, ils veulent toujours finir soit premier, soit deuxième, jouer la Coupe continentale, mais c'est beaucoup plus compliqué, on verra. Mais je me dis à la mi-saison, pour ce classement pour l'AS OTR, il n'y a rien à dire, c'est satisfaisant. Ils sont toujours attendus et ils répondent pour l'instant. Coach Nieni, l'AS OTR, pour vous, votre bilan à vous? Non, c'est un bilan positif, parce que depuis que l'AS OTR a été fondée, notre premier objectif, c'est les phases allées. Les phases allées, nous devons glaner beaucoup de points. Gagner beaucoup de points pour que la phase retour nous soit un peu facile. Donc c'est l'idée qui a généré cette position de l'AS OTR en deuxième position. C'est une satisfaction au niveau de l'état-major de l'AS OTR et au niveau des supporters. Oui, bien sûr. Et étant même ancien coach de l'AS OTR, je comprends vraiment vos mots, c'est assez poignant. Oui. Et vous êtes satisfait même avec ce résultat. C'est ce que je suis en train de comprendre. Voilà, nous sommes satisfaits pour ce résultat. Deuxième, pour ce championnat que nous jouons,
qui n'est pas du tout facile. Alors, satisfait, ok, d'accord, vous êtes deuxième, vous n'êtes pas premier. On n'est mais pas est-ce qu'il n'y a premier. rien à corriger? Non, il y a des choses à corriger, bien sûr. Parce que quand vous encaissez 12 buts, vous marquez 12 buts, mais il faut revoir la défense. Oui. Voilà, parce que quand on encaisse beaucoup, ça empêche de gagner les points. Donc c'est là-bas que nous allons réfléchir. Comment faire pour encore resserrer la défense? Comment est-ce que faire pour qu'on n'encaisse pas assez de buts dans la phase. Est-ce la jeunesse qui fait le problème? Parce que l'équipe est assez jeune, hein? Oui, il y a aussi la jeunesse, telle que vous l'avez si bien dit, parce que c'est des jeunes qui ne sont pas matures, c'est des jeunes qui n'ont pas assez d'expérience, mais la saison passée, ils ont évolué ensemble. Cette saison aussi, ils sont en train d'évoluer ensemble jusqu'à la 3e saison. Je pense qu'ils auront beaucoup d'expérience. Mais notre inquiétude a été basée sur les défauts défensifs et le gardien. Donc ça va s'arranger. Alors, Wadia, un club qui marque 13 buts pour en encaisser 13, c'est quand même un problème assez récurrent pour vraiment pallier avant cette phase aller pour l'AS Auxerre, finalement. Ouais, pour un entraîneur, marquer 13 buts et encaisser 13, ce qui veut dire que au niveau défensif, il y a un souci. On a l'impression qu'à chaque journée, il y a un but. Si on prend 13 journées. Il y a un but. Il y a un souci. Donc, comme vient de le dire le DTN, M. Sebabi, oui. Je pense qu'à cette phase de retour, l'entraîneur va beaucoup mettre l'accent sur ces erreurs défensives qu'ils ont commis. Et peut-être pousser un tout petit peu l'attaque. Un tout petit peu en attaque. Et des fois, il y a des clubs, dès que l'entraîneur veut changer leur manière de faire, ça devient catastrophique. Parce que si aujourd'hui, ils se plaisent dans... Aujourd'hui, ils sont deuxièmes. Ils sont deuxièmes et s'ils en restent là, peut-être le championnat s'arrête aujourd'hui. Ils sont qualifiés pour. Donc on va oublier carrément leurs 13 buts encaissés. Donc je pense que ça revient à l'entraîneur de revoir cet aspect et ne pas chambouler tout pour dire qu'on joue défensif. Quand on joue défensif, peut-être à la dernière minute, on prend un but et on arrive à égaliser. Oui. Moi, je trouve que 13 buts encaissés, quand on fait la moyenne, ça fait un but par match. Ce n'est pas aussi grave. Sauf que pour moi, c'est beaucoup plus sur l'attaque que l'AS Auxerre doit travailler. Parce que quand vous regardez leur match, ils se créent des occasions, mais ils n'arrivent pas à concrétiser ces occasions. Et leur buteur maison, c'était Bruno. Depuis que Bruno est parti, cette équipe a du mal à marquer. Mais elle va produire du jeu, cette équipe, mais elle ne va pas marquer. Donc si cette équipe marquait peut-être... Et puis ils ne gagnent pas aussi sur des scores... assez fleuves. Mais pourtant, vous regardez, quand on va vous produire les statistiques, ils vont se créer des occasions. Et donc, si cette équipe marquait 2-3 buts par match, ou bien avait peut-être marqué 26 buts lors de cette phase aller, on ne serait pas là en train de parler de ces erreurs défensives. Mais moi, je trouve que oui, ils peuvent se plaire comme cela. Vous regardez, par exemple, on va peut-être extrapoler, au niveau du Barça, ils peuvent encaisser 3 buts, en marquer 5. On oublie derrière qu'ils ont encaissé 3 buts. Mais on retient qu'ils ont été très forts sur le plan offensif. Et c'est là où moi, je trouve que l'AS Auxerre doit travailler. Je suis d'accord avec Wadia quand il dit, si on change, si le coach se plaît en cette défense qui peut encaisser des buts, mais marquer plus de buts à l'adversaire, ça ne va qu'à leur avantage. D'accord, super. Alors, est-ce qu'on peut faire un bilan sans parler du premier au classement? On parle bien sûr du premier, même si c'est la mi-saison. Et c'est 6 victoires, 5 nuls, 2 défaites seulement, 12 buts marqués contre 8 encaissés. Et c'est le deuxième club qui en a encaissé moins. Ils ont encaissé avec l'AS Tambo, juste 8 buts encaissés. C'est vrai que ce club a marqué... assez de buts. C'est vrai, mais derrière, il n'y a pas eu assez de buts encaissés. Est-ce que c'est une constance qui n'est pas assez normale? Non, écoutez, pour le football, ils marquent assez de buts. Ils en ont marqué plus qu'ils en ont encaissé. C'est justement ce qu'on disait par rapport à l'AS Auxerre. Ils ont marqué 13 buts, ils en ont encaissé 8. Vous regardez, vous dites oui, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais moi, je trouve que cette équipe aurait pu faire mieux.
cette équipe aurait pu creuser l'écart au niveau du classement. Oui. Parce que quand je prends cette équipe, sur les 13 journées, difficilement vous allez voir cette équipe aligner un 11 de suite. À chaque fois, il y a toujours un changement. Ça veut dire qu'il y a en profondeur de banc. C'est vrai qu'ils ont une certaine profondeur de banc, mais pour une équipe, c'est que si vous n'avez pas une équipe type qui se dégage, c'est un peu compliqué. En fait. Parce que c'est vrai, on a discuté avec l'entraîneur qui nous dit, moi je peux me permettre d'aligner 2 équipes différentes à chaque fin. Oui, vous avez... Peut-être c'est pour reposer les joueurs. On a vu un championnat assez marathon où des fois on a eu 2 journées en une seule semaine. C'est assez compliqué aussi. Ça ne veut absolument rien dire 2 journées en une seule semaine. Ailleurs, les gens jouent chaque 3 jours. Ailleurs, ça joue chaque 3 jours. Au moins 112 jours de repos pour les joueurs. Oui, ils en ont. Et ailleurs, on joue chaque 3 jours. Et là, si vous voulez sortir le meilleur de votre joueur, c'est qu'il faut... la condition physique, ça va en crescendo. Et déjà, c'est à cette phase de retour où vos joueurs doivent atteindre le maximum de leur potentiel physique pour pouvoir vous amener à bout. Mais là, parce qu'ils ont fait des erreurs, sur le match contre Unisport au stade de Kégué, vous menez 2-0 et que dans les 10 dernières minutes, vous vous faites remonter 3-2, vous voyez à un moment donné que le fait de ne pas donner de la continuité à vos joueurs pose un problème. Exactement. Mais est-ce qu'on va dire qu'on va mettre un tapis rouge pour l'Entente 2? Tapis rouge, je pense que c'est trop tôt. Non. Même s'ils sont premiers. Parce qu'en 5 journées, tout peut basculer. Oui, mais pour l'instant, on fait un bilan de la phase aller, donc. Oui, c'est ce que j'ai dit. En 5 journées, phase retour, tout peut basculer. Aujourd'hui, ils sont leaders incontestés. Ils sont sereins. Ça, on peut leur dérouler déjà la moitié du tapis. Et on verra la suite. Est-ce qu'on déroule la moitié d'un tapis? Non, sinon c'est une équipe qui se bat avec leurs armes. Ils mettent tout ce qu'ils ont. Je me rappelle notre premier match contre eux, la première journée. C'est une équipe qui nous est rentrée dedans. On a pris un but sur penalty. Oui, après, on a pris le jeu en compte, mais bon, ça n'a rien donné. Et c'est une équipe qui, chaque fois, ils sont dans l'engagement. Je pense que s'ils continuent comme ça, ils peuvent tenir leur rang, mais il y a d'autres équipes derrière. D'accord. On va écouter le coach de l'Entente 2 qui nous donne son avis par rapport à cette phase aller. Votre parcours? Honorable, hein? Personne ne nous attendait là, nous y sommes. Je pense qu'on peut quand même féliciter les jeunes et travailler plus durement pour la suite du championnat. Vous allez faire quoi à la pause? Vous allez recruter? Vous allez faire quoi? On n'a pas de gros moyens. Bon, enfin, on verra. On va miser sur ceux qui sont là et puis on va voir. Alors, Sivabi, est-ce que vous allez réagir sur l'intervention de Cedro? Je pense que à la mi-saison, être champion, c'est une très bonne chose. Peut-être que leur Ils ont dit souvent, il a souvent dit qu'ils vont se maintenir en haut du tableau, ils y sont. Et que si ça devient que c'est possible, ils peuvent le prendre. Il a dit ça le plus souvent. Donc, être aujourd'hui premier à la mi-saison, je pense que c'est bien pour eux. Et ça veut dire que quelque part, leurs objectifs sont en train d'être atteints. Mais on les a vus un tout petit peu couler lors de la dernière journée avec 2 buts encaissés. Ce n'était pas vraiment évident. Oui, je vous dis que quand on veut être champion, c'est la somme des hauts et des bas pour toutes les équipes. Vous comprenez? Oui. Donc ça veut dire qu'ils font le bas et le haut, et c'est aujourd'hui là où ils sont. Donc ils sont encouragés à féliciter. Mais d'une part, le tapis rouge en mi-saison, on doit leur dresser ça c'est normal. C'est pas la moitié, c'est la mi-saison. Oui, le tapis rouge, parce que sortir premier de cette compétition. Et aussi c'était très serré. C'était serré, et les week-ends et les mercredis, ce n'est pas facile. Mais en écoutant l'observation, l'analyse de mon ami le journaliste, l'Entente 2, aujourd'hui, après 5 journées, devrait avoir une équipe type. Dans les stats d'une équipe. Après 5 journées, l'entraîneur doit être capable de sortir une équipe type et mettre la concurrence entre l'équipe type et les réserves. Mais ce n'est pas le cas. Il joue à chaque match avec des joueurs différents. Peut-être que la phase retour, ça sera plus pareil. Voilà, ça serait plus pareil, mais c'est dangereux. Là, il n'y a pas de constance. Ils peuvent
d'un match à 2 matchs, vraiment retomber. Dégringoler. Donc j'ai l'impression que ce qu'on peut faire ou ce qu'on peut souhaiter à l'AS à l'entente 2, pardon, c'est la constance avec ses joueurs, sûrement. D'accord. Je ne souhaite pas ça. Hein. Tout de même, on y reviendra. On va parler de le champion en titre ASCO de Kara termine 7e avec, je redis en tout cas 7e, avec 5 victoires, 3 nuls et 3 défaites et 9 nuls. C'est le club qui a fait le plus de nuls dans cette phase aller. 9 nuls pour ASCO de Kara. Les condamnants, on a l'impression que ça ne va pas. Oui, on a l'impression que cette saison, ça ne va pas, mais c'est le même staff technique qu'on a, c'est pratiquement les mêmes joueurs qu'on a, même s'il y a eu quelques nouveaux qui se sont rajoutés. Oui. Ils ont fait assez de nuls, c'est ça qui les pénalise, mais quand vous regardez, ASCO, c'est une seule défaite. C'est une seule défaite. Et donc, c'est une équipe généralement qui arrive en deuxième partie de saison, c'est comme ça, mais ils ne sont pas aussi distancés au classement. Ils ne sont pas si distancés au classement, et même s'ils sont 7e, deux victoires de suite avec peut-être d'autres faux pas, on va retrouver ASCO 7e. Je ne voudrais pas qu'on enterre tout de suite ASCO parce qu'ils sont 7e, parce que c'est une équipe qui est capable de rebondir. Peut-être ailleurs on se pose la question de savoir si le départ du président Gnassingbé a eu un impact. Moi je n'irai même pas jusque-là, mais 3 victoires seulement pour ASCO de Kara, ça fait belle lurette qu'on n'a plus vu ça dans le championnat de première division togolaise. Oui, ça c'est inquiétant parce que une équipe championne qui a joué les compétitions africaines et revenir commencer le championnat et avoir que 3 victoires avec 9 matchs nuls, ça veut dire qu'il y a un gros problème au niveau de l'aspect. On a l'impression qu'ils n'ont pas envie d'être 5e fois champion consécutive. Hein? Non, toute équipe, l'objectif que toute équipe se fixe, oui, c'est d'être championne. Hein? Et ce n'est pas ASCO qui va dire le contraire. Parce qu'aujourd'hui, bien sûr qu'il y a à la tête des changements, le président n'est pas là, mais celui-là qui a pris aussi veut, c'est un défi, comme je l'ai dit tantôt. Exactement, il doit faire mieux que son prédécesseur. Donc aujourd'hui, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau peut-être entre les joueurs et le staff, ou bien le staff et les nouveaux membres du bureau. Ce qui est sûr, il y a un problème. Il y a un problème. Et on va essayer d'élucider. Mais Wadia, c'est vrai que ASCO de Kara, vous avez joué avec le club cette saison. Est-ce que vous avez remarqué quelque chose de changé par rapport aux autres saisons avec leurs statistiques qu'on a souvent? Moi, chaque match que j'ai fait avec ASCO, je l'ai perdu par un but. Un but, c'est des buts que nous-mêmes nous donnons cadeau. Oui. Vous donnez cadeau? Oui, parce que c'est des buts qu'on peut éviter. Et ASCO, cette saison, il faut reconnaître qu'il y a les autres équipes aussi se sont bien préparées pour ce championnat. Il y a plus de concurrence? Actuellement, il y a plus de concurrence parce que c'est un championnat à 14. Ouais. C'est un championnat à 14 et 2 vont descendre. Il va rester 12. Donc tout le monde... Personne ne veut descendre. Personne ne veut descendre. Donc tout le monde essaie de se mettre à niveau. Et je pense que pour le bilan de cette mi-saison, ASCO a perdu un peu de sa lucidité. Okay. On espère les revoir vite pour de belles rencontres. L'intervention du coach Amani, pour vous, ça nous intéresse dans cette émission. Écoutez, ça a été une première partie du championnat très très moyenne. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas eu de préparation de début de saison. On a retrouvé toute l'équipe à l'entame du championnat parce qu'il y avait un contingent qui était en sélection. Mais après, je pense qu'au fil des matchs, on aurait pu se bonifier. Voilà, il y a un break là. On va essayer de travailler, essayer d'apporter des changements dans certains secteurs. Il en faut. Et on va mieux attaquer la deuxième partie. Pourtant, Amani nous avait dit dans une interview, que c'est à la fin de la danse qu'on paie les danseurs et qu'il est sûr qu'il va finir champion encore. On verra bien. Est-ce que dans son intervention et dans ce qu'il a relevé, est-ce que vous trouvez qu'en phase de retour, ils pourront vraiment faire le nécessaire pour changer?
Asco, c'est Asco. Quand vous regardez l'effectif d'Asco, c'est Asco, quoi. Donc, c'est une équipe qui envoie assez de joueurs en sélection locale. Et donc, vous comprenez que c'est l'une des équipes qui regorge assez de talent. Et donc, je me dis, oui, peut-être le discours à l'entame de cette deuxième partie peut favoriser Asco, peut changer. C'est cela, vous allez, dans mon élan, j'étais pas inquiet pour Asco par rapport à SCK. J'ai l'impression que même à la 14e place ou à la 13e place, vous ne serez pas inquiet. Je ne serais pas inquiet pour Asco. Je sais qu'Asco peut remonter. Je crois que ce qu'Asco a montré depuis 5 saisons, ce qu'ils sont en train de montrer, même s'il n'y a pas les résultats qui suivent, c'est des nuls. Oui. Moi, je retiens que ce n'est qu'une seule défaite. Ce n'est qu'une seule défaite, c'est que c'est 9... Mais les nuls n'arrangent pas. C'est les nuls qui n'arrangent pas. Ça fait 18 points de perdu par rapport aux nuls. Et donc, je me dis, oui, s'ils se ressaisissent, ils font mieux par rapport à ça, à la phase retour, Asco va grimper, ça c'est sûr. Un conseil pour Asco de Kara, Wadia? Le mal que je peux leur souhaiter, c'est de garder leur forme avant que nous on joue avec eux. Ah d'accord. Et vous? Moi j'ai épuisé quelque chose dans le discours du bilan de Amani, qui disait qu'il faut changer de joueur dans certains secteurs. Donc si Asco peut se trouver des moyens de faire des nouveaux recrutements pour changer des joueurs dans certains secteurs où lui, il a constaté que ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché. Donc ça veut dire qu'ils peuvent rebondir, ils peuvent revenir. Voilà, comme estime Eli, lui, il est confiant. Même si Asco terminait 14e, pour Eli, jusqu'à la fin, ils pourront être champions. Bon, voilà. Alors, je pense qu'on verra bien, on va attendre pour voir cette phase de retour par rapport à Asco de Kara, histoire de voir qu'est-ce qu'ils vont nous proposer. Alors, on va parler d'un club et le coach est avec nous. On parle de l'AC Barracuda qui est provisoirement relégué à la 13e place à la phase aller. Seulement 2 victoires, 4 nuls et 7 défaites. Et 10 points seulement en 13 journées. Wadia, vous êtes là avec nous. Moi, j'ai juste envie de poser cette question. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui n'a pas marché? Je pense que tout a été réuni pour faire une belle saison. Et je tiens à vraiment remercier nos dirigeants parce que c'est pas facile pour eux déjà faire trois défaites affilées. Et 5e défaite et puis garder encore cet entraîneur jusqu'à la mi-saison. Je tiens à les remercier. Et puis bon, après il y a beaucoup de choses qu'on essaie de discuter entre nous. C'est pas une place honorifique et c'est pas la place de l'AC Barracuda. Parce qu'un club qui, ma foi, a une fois joué la Champions League, aujourd'hui se retrouver à l'avant-dernière place du championnat à la mi-saison, il faut vraiment vite se réveiller. Les défauts de l'AC Barracuda cette saison, c'était quoi finalement pour vous en tant qu'observateur? En réalité, ils sont partis pour faire un très bon championnat. Moi, je les ai suivis un peu parce que j'échange toujours avec lui par rapport à certains matchs. Il me demande certains conseils, je lui dis, livre certaines choses. Et c'est un problème, franchement, qui n'est pas sur le terrain. C'est un problème lié peut-être à l'organisation de l'équipe ou bien c'est un problème où les dirigeants même doivent se lever. Parce que pour gérer une équipe, il faut aussi se lever très tôt. Le football, c'est à manager dans tous les sens. Voilà. Il faut pas... Vous retrouvez alors un réveil tardif du côté de l'AC Barracuda, c'est ça? Un réveil tardif des dirigeants, peut-être un malentendu au niveau de l'organisation. Parce que quand on en parle de l'organisation, c'est un peu vaste. Si on prend, organiser un match, chez nous à domicile, organiser un match pour un voyage, ça a beaucoup de contraintes, ça a beaucoup de choses à régler. Ça aussi. Le second point, est-ce que les joueurs aujourd'hui qui sont à l'AS Barracuda sont des joueurs qui ont un niveau
pour jouer à l'AS Barracuda. Je sais que Wadja reviendra nous répondre à cette question, mais en attendant, allez-y. Voilà. Ça aussi, il faut voir l'aspect. Est-ce que la communication entre le coach et ses joueurs, ça passe très bien? Est-ce que la stratégie, le système de jeu mis en place, ce sont des joueurs-là qui peuvent l'animer? Donc, il y a aussi beaucoup d'aspects techniques que Wadja doit vraiment revoir pour que la phase retour soit meilleure. Elia Tikbo. L'AS Barracuda, je pense d'abord qu'il y a un problème au niveau du mental et au niveau de la concentration. Pour moi, c'est de la concentration des joueurs, surtout au niveau de cette défense de l'AS Barracuda. Parce que quand vous regardez cette équipe jouer sur les phases offensives, aussi, ils ont des occasions, mais ça n'arrive pas à marquer. Parce que je sens, le coach il est là, peut-être je peux me tromper sur son système, mais je sens qu'il a Justin qui lui sert de point de fixation. Et derrière, autour, Justin qui, oui, dans toutes les positions, il cherche à frapper, mais qui essaie de dévier des ballons. Ouais. Mais je n'ai pas l'impression de voir un attaquant qui soit là derrière pour sur les deuxièmes ballons. Ça, c'est un. Et derrière, il y a Joe Agbo qui doit pouvoir tenir ses défenses. Oui. Mais la concentration, vous regardez, l'AS Barracuda va encaisser un but sur un petit détail. C'est justement ce qu'il disait. Ce sont des buts cadeaux qu'il donne. Ou bien, en fin de rencontre, il manque ce mental-là pour l'AS Barracuda. Le coach Wadja a parlé de l'époque Ligue des Champions, mais laissons ça derrière. Je vais revenir avec vous, Elie, en attendant. Alors, Wadja, il y a eu dans une interview à la fin, vous avez donné des affirmations comme quoi vous avez l'impression que le match se joue ailleurs. Et ça a vraiment fait des spéculations sur notre plateau ici. Comme vous êtes là, est-ce que c'est un problème qui a été réglé? On veut bien savoir et comprendre mieux. Ouais, peut-être que les gens ont tout de suite traduit ça à leur manière. D'accord, on veut mieux comprendre. Oui, je l'ai dit et j'assume mes mots et je prends les responsabilités. Le foot, nous sommes en Afrique. Le football, ça se joue parfois ailleurs. Ailleurs comme où? Ça peut jouer dans les bureaux. Ça peut jouer dans les bureaux. Ok. Ça peut jouer dans les vestiaires, partout. Mais il y a une réalité que les gens ne veulent pas le dire. Et moi, je n'aime pas l'hypocrisie, oui. Parce qu'ils savent ce dont je veux parler. Donc, c'est comme si ils attendaient que ça sorte de quelqu'un pour essayer c'est juste pour mieux comprendre. D'en faire toute une histoire. Le football, ça se joue ailleurs. Ça, personne ne peut le nier. Jusque-là, on n'a pas vraiment compris. Moi, personnellement, je ne sais pas si Elie il a compris. Hein. Non, je ne sais pas trop. Le problème, c'est que si tu étais dans le monde footballistique, oui. Et dans l'esprit footballistique, oui. Tu peux comprendre. Est-ce que, je vais donner un exemple. Est-ce que c'est par exemple sur le plan mystique? C'est ce que j'ai dit, sur le plan mystique, même dans les bureaux, partout, le football se joue. Avant que vous n'arriviez... Comment ça se joue dans les bureaux? Ouais. C'est ce que je dis, vous ne pouvez pas comprendre. Vous pouvez pas comprendre. Mais on peut comprendre, Wadja. Parce que aujourd'hui, les gens vont dire, il a encore sorti quelque chose. Le football, ça se joue dans les bureaux où... je ne dis pas au Togo. Est-ce que vous comprenez? Je ne dis pas au Togo. Je vais accuser personne au Togo. Je peux le relayer dans ce sens. Parce que quand vous suivez des formations de haut niveau, pour gagner un match de football, il faut préparer le match sur 4 étapes. Sur 4 étapes. D'accord. Et on ne néglige pas la préparation psychologique. Psychologique, oui. Oui, elle fait partie de la 4e étape. Oui. La préparation mentale. Mentale, oui. Et la préparation technique, tactique, oui. Qui concerne l'entraîneur. Oui. Et l'autre préparation est motivation. Ok. Quand il y a la préparation psychologique dedans, peut-être qu'on peut trouver la solution ou bien la pensée de Wadja dedans. Ok, je vais revenir. Eric, Elie, pardon. Voilà.
est-ce que vous comprenez les propos de Wadia? Et sinon, est-ce que vous comprenez réellement ce à quoi il fait référence? Alors, eux sont entraîneurs, moi je suis journaliste, je peux me permettre d'analyser et de dire ce que je pense. C'est vrai qu'au Togo, dans un premier temps, quand on dit le football se joue ailleurs, systématiquement on veut penser à quelque chose qui est de l'ordre spirituel, de la préparation des matchs. Parce que vous êtes dans la sphère du football au Togo, vous savez que depuis des années, il y a toujours des préparations, des superstitions. Voilà. Parfois les gens se disent je ne veux pas porter tel maillot, je ne veux pas faire ci, je ne veux pas faire ça. Mais Wadia aborde la question du football qui se joue dans les bureaux. On va en parler peut-être avec l'arbitrage. Les gens accusent les arbitres de décider du sort des matchs. Je ne dis pas que Wadia aujourd'hui accuse les arbitres. Je fais mon analyse en tant que journaliste. Et donc je me dis oui, parfois quand vous regardez certains matchs, les coups de sifflet, ce n'est pas simplement à siffler une faute pour qu'on puisse marquer ou un penalty pour qu'on puisse marquer, mais vous sifflez des fautes contre une équipe de manière répétitive, les gens se sentent lésés comme s'ils étaient en mission. Aujourd'hui, n'oubliez pas qu'il y a le phénomène de Paris. Je ne sais pas, peut-être il faudrait aussi mener une enquête. Des joueurs peuvent causer des pénaltys parce que des raisons ont été approchées. Et donc, c'est à ce niveau, le football, il se joue ailleurs. Il se joue ailleurs. Mais est-ce que cet ailleurs-là fait que l'ASC Barracuda ne donne pas les résultats qu'il faut exactement? C'est ça la question qu'il faut se poser. Pour nous répondre à cette question, effectivement. Merci de me relancer. Wadia, vous pouvez répondre? Oui, par rapport à mon propos, j'ai eu à rencontrer le bureau. Ils m'ont demandé des explications, je les en ai fournies. Et c'est pas ça qui fait que... Aujourd'hui, si l'ASC Barracuda perd un match, il perd un match sur quel score? 1-0. Oui. 1-0. Chaque match, c'est 1-0. Chaque match, c'est 1-0. Et on court après, c'est 1-0 jusqu'à la fin. Vous ne rattrapez pas. On ne rattrape jamais. Même en dominant le match, on ne rattrape pas. Donc, je vois ça un peu écœurant que tu as un match à main et après le match... Finalement, que tu n'arrives pas à gagner. Voilà. Et ça se joue ailleurs, ça se joue, tout le monde en a fait de je pense que cette question d'ailleurs... Les gens en ont parlé. Oui, je l'ai dit et j'en assume. Oui. Peut-être que je l'ai dit à un moment où il ne fallait pas. Oui, j'en assume aussi. Mais il faudrait qu'on sache que le football, c'est un autre monde. Wadia, j'espère juste que ce problème s'est réglé, hein, parce que juste après, vous avez gagné. Hein, vous avez gagné. Oui, c'est parce qu'il y a eu des relations derrière. Il y a eu des réactions derrière. Et que ce soit nous, le staff, les joueurs, on s'est réunis, on s'est dit voilà ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe. On doit chercher à savoir parce que quand vous jouez, vous êtes une équipe et quand vous n'êtes pas soudés, vous ne parlez pas le même langage. Merci Wadia. Des fois, ça vous pose des problèmes. Merci Wadia, merci beaucoup. On a compris plus ou moins. Il a gagné ailleurs après ce match. Je ne veux pas en savoir, on va voir, on va continuer. Alors on va parler maintenant du CDF ACNUR, les académiciens pour leur baptême de feu dans le championnat d'élite ont vite échappé de la plus belle des manières la zone de relégation, juste à 3 points de l'ASC Barracuda. C'était 3 victoires, 4 nuls et puis 6 défaites. Alors, on a l'impression, même si ce n'est pas vraiment réluisant, on a l'impression qu'on a une très belle équipe de l'ACNUR. Oui, dans tous les cas, c'était une très belle équipe quand elle était en 2e division. Et qu'on n'a pas vendu moins cher ça pour en 1re division. On s'est dit que la façon dont ils se sont comportés, techniquement, tactiquement, dans le fond de jeu, en 2e division, c'est une équipe qui va jouer les troubles faites au niveau de l'élite, en 1re division. Mais c'est 20 buts encaissés contre juste 14 marqués. 20 buts encaissés, c'est beaucoup. Hein? C'est beaucoup, c'est des jeunes. En tout cas, moi, quel que soit le classement de cette équipe, ça reste moi mon coup de cœur. En tout cas, dans ce championnat, au vu du jeu que cette équipe pratique, c'est pratiquement les mêmes joueurs qui sont arrivés de la D2. Qui se connaissent très bien. Les académiciens. Oui, c'est le football que j'aime en fait, qu'ils sont en train de développer. Ils ne sont pas là pour dégager les ballons parce qu'ils vont dégager. Même sous pression, ils ont tendance à vouloir sortir le ballon. Et là, parfois,
parfois c'est ce péché d'expérience en fait qui leur manque. C'est l'inexpérience qui a fait que oui, ils sont tous jeunes. Beaucoup encaissé. Ils ont beaucoup encaissé, mais ils ont beaucoup surpris aussi parce que ils ont fait tomber Asco, ils ont fait tomber Entente 2. Personne ne s'attendait véritablement à ça. Barracuda s'est échappé. Ils ont fait match nul, ils ont échappé cette défaite. Comment vous avez fait pour faire ce match nul finalement? Écoutez, on était dans notre période de difficulté et c'était notre premier match nul. Franchement, j'ai dit à mes joueurs, écoutez, vous allez jouer contre des enfants, mais ce ne sont pas des enfants. Comment vous les appelez? Ah ok, d'accord, allez-y. Parce que c'est des jeunes qui sont mentalement forts, prêts, qui vont vous faire courir de gauche à droite. C'est à vous maintenant, comme des joueurs expérimentés, de savoir comment gérer le match. Est-ce que vous avez joué jusqu'à la fin ce match comme vous l'avez prévu jouer en face de cette équipe? Oui, je pense qu'on a pris le match. Dès qu'on a commencé le match, on a vu, on les a laissés jouer. Et au bout de certaines minutes, on a essayé de les contenir. Et sur 3-4 actions, on a eu 2 occasions qu'on pouvait marquer, mais ça n'a pas été le cas. Et bon, je me suis dit, bon, maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contenir, il faut tout de suite, quand un joueur de l'équipe a le ballon, tout de suite on le presse. Et puis, ne pas les laisser jouer. Parce que quand vous les laissez jouer, ben, c'est des jeunes qui vont vous faire balader de gauche à droite. Et après, ma foi, si tu rentres à la maison, coach, tu peux pas dormir. Super. Vous avez joué avec le coach et avec le CDF ACNOR. Il y a également le coach aussi qui nous fait ses aveux par rapport à cette phase aller. On va l'écouter. Non, on n'est pas encore satisfait, puisque nous avons un objectif, c'est de nous retrouver à une position confortable. On n'est pas encore satisfait. Nous sommes en train de nous projeter pour les matchs de retour. Les matchs de retour, on essaiera de tout faire pour pouvoir quand même atteindre notre objectif. Belle projection finalement. Oui, belle projection parce que dans le fond, je pense que s'ils arrivent à gérer cette folie-là, à mieux canaliser cette folie de la jeunesse, ils peuvent surprendre n'importe quelle équipe. En tout cas, moi je me dis, cette équipe qu'elle affronte, quelle que soit l'équipe qu'elle va affronter, c'est que vous avez des problèmes. C'est que techniquement, il faut être sur votre garde. Vous avez 90 minutes de concentration. Mais s'ils arrivent à résoudre leurs problèmes d'inexpérience et d'efficacité, cette équipe, elle fera mal à tout le monde. Moi, je me dis, quelle que soit l'équipe... Mais Asco était surpris. Hein, ils ont baladé Asco, ils l'ont tapé correctement. Alors, c'est Babi, est-ce que c'est vous également votre coup de cœur, le CDF ACNOR, pour cette phase? Je sais que c'est une très bonne équipe. Ils ont joué ensemble pendant un bon moment. Oui. C'est des académiciens. Ils jouent. Ça veut dire que quand vous jouez ensemble, ça veut dire que vous avez des automatismes qui se créent entre vous-même, au niveau de la défense milieu comme attaque. Mais l'élite, c'est notre championnat. Oui. Quand on parle d'élite, c'est que c'est le championnat élevé. Et que ces jeunes académiciens, à un moment donné, ont compris que garder le ballon, le distribuer, faire courir les autres, c'est pas ça. Ça n'avait pas marché. Mais il faut marquer les buts pour avoir les points. Mais pour marquer les buts, à un moment donné du championnat, vers les 5e, 6e journées, ils étaient à bout de souffle. Ouais. Parce que sur le plan physique, ils n'ont pas supporté. Comment ils récupèrent, on ne sait pas. Ça fait qu'il y a une baisse de régime. Oui. Ils perdaient des matchs sans se comprendre pourquoi. Avec beaucoup de buts encaissés. Beaucoup de buts encaissés, eux-mêmes, ils n'en revenaient pas. Donc, c'est les charges de la première division. Aujourd'hui, comme le dit leur entraîneur, ils ont compris que la première division, ce n'est pas aller toucher, courir les grands frères, mais il faut marquer les buts. Il faut marquer. Voilà. Merci. Donc, ils vont... Les équipes ont 10 secondes, oui. Les équipes ont compris que face à ACNOR, il faut mettre le pied. Il faut leur taper quelquefois sous les pieds pour pouvoir les intimider. Déjà peut en témoigner, hein, j'en suis sûr. Quand il y a une équipe qui te dérange, il faut sortir les dents. Merci. Mais pour moi, oui. La phase retour serait plus compliquée que la phase. Ah, d'accord.
On verra bien, hein, c'est juste dans quelques jours, on verra bien cette phase de retour. Alors, le bilan global de cette phase aller, bien évidemment, c'est 91 matchs joués avec 177 buts marqués pour une moyenne de 1,95 buts par match, 71 clean sheets, 57 victoires et 34 nuls. Des statistiques assez pas trop satisfaisantes, mais on verra bien pour la phase retour ce qu'il en sera. Alors, vous savez que le football également, c'est les fans. C'est quand les fans donnent des réactions par rapport à qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Et pour cela, on a des interventions de quelques fans qui nous donnent ici, eux, leur avis par rapport à cette phase aller-là. On va plutôt suivre et puis revenir juste derrière. Le championnat dans l'ensemble est médiocre. La programmation des matchs ne permet pas aux joueurs de s'exprimer. Et le point de vue du jeu aussi, l'arbitrage est totalement nul. On ne sait pas si on a des arbitres, on a des formateurs d'arbitrage ou bien quoi, on ne comprend plus. C'est ce qui même détruit les joueurs. Puisque tous ces joueurs que nous voyons n'ont pas d'avenir si c'est avec les arbitres-là qu'ils peuvent évoluer. Puisque c'est vraiment l'arbitrage qui détruit les enfants. Le niveau de jeu de nos joueurs, ce n'est pas encore ça. On aurait souhaité voir beaucoup plus que ça. Nos joueurs ne travaillent pas tellement. Il faut qu'ils prennent vraiment les responsabilités de relever vraiment le jeu, le niveau de jeu. Et puis les entraîneurs aussi, qu'ils fassent du bon travail. Moi j'ai remarqué que le match commence, une équipe joue, ça ne va pas, on n'a pas un système de jeu. Quand ça ne va pas, on prend tel, on joue comme ça jusqu'à la fin. Donc quelque part, je me dis que c'est le rôle des entraîneurs et aussi doivent aussi revoir leur copie. Les joueurs ne sont pas au bon niveau. Nous assistons, nous venons au match, mais nous partons avec notre soif parce qu'il n'y a pas de buteurs. Le niveau est très bas en général. Et la programmation aussi des matchs, il y a des soucis. Comme c'est en semaine, donc ça fait que le public n'arrive pas à suivre tous les matchs. Et si à la phase retour, on peut améliorer la programmation, ça va être beaucoup intéressant pour tous les spectateurs. Je vais prendre des interventions très brèves avec chacun de vous. On a l'impression qu'il n'y a pas de satisfaction des fans. Non, il n'y a pas de satisfaction. La preuve, c'est que vous allez au terrain. C'est difficile de voir les joueurs, les supporters être là, revenir pour les matchs de suite. Même, je le disais ce matin ailleurs, parfois même vous êtes aux commentaires de certains matchs, vous avez envie de dormir. C'est ça. Et justement, les joueurs également ont été attaqués. Oui, les joueurs sont attaqués parce qu'il manque du spectacle. Le football, après tout, c'est du spectacle. Il faut venir animer le jeu, il faut marquer des buts. Oui. Il faut créer des situations, des jeux qui puissent attirer le public vers le terrain. Exactement. Mais aujourd'hui, bon, ok. Et les entraîneurs aussi, on vous demande de revoir votre copie. Hein. C'est carrément. Ouais, ben écoutez, je pense que c'est normal. C'est normal. Tout entraîneur a besoin d'être recyclé. Et si vous voyez au Togo, moi j'ai ma licence BCAF, ça fait déjà pas mal d'années. En plus, c'est caduc. Et normalement, je dois être aujourd'hui. Est-ce qu'on ne peut pas vous faire des auto-formations? Ben, on peut le faire sur place. Aujourd'hui, la CAF a donné quitus aux fédérations de former leurs entraîneurs. Mais il reste beaucoup à faire au niveau de la formation des formateurs. Il reste beaucoup à faire. Alors, il y a également la réaction du président de l'instance fertière, je parle bien sûr de la Fédération togolaise de football, Guy Apovi, qui a aussi fait un bilan sur cette phase aller. Le moins que l'on puisse dire, c'est que cette première phase a été âprement discuté. Nous avons assisté à des surprises. Les cadors habituels ont été bousculés par des équipes comme l'AS OTR, l'Entente 2 et Unisport. On peut s'entendre à une deuxième partie très serrée et il me semble que rien n'est encore joué.
Il affirme que rien n'est encore joué, que la phase retour sera plus rude que cette phase aller. Ah oui, elle sera plus rude et rien n'est encore joué parce qu'au-delà de finir champion, Wadia l'a dit, c'est le problème, c'est les deux derniers. Hein, parce que la saison passée, on était à 16 et donc c'était beaucoup plus relax. Mais là, c'est 14. Mais il y avait plus de matchs aussi. Oui, il y avait plus de matchs et donc il y avait plus d'opportunités. Mais là, c'est 14. Chacun sort les calculettes maintenant. Voilà. Je ne veux pas être 13e et 14e. Si je peux être 12e. Si je suis 12e, l'essentiel, c'est d'être maintenu. Aujourd'hui, je crois que par exemple, Barracuda, au début, l'ambition c'était peut-être de jouer les premiers rôles, mais là aujourd'hui l'ambition doit changer. C'est juste le maintien, éviter la 13e place où ils sont. Merci. Alors, il s'est aussi entretenu sur un autre sujet qui gangrène ce championnat. Suivons plutôt. Des critiques sur l'arbitrage, il y en aura toujours, mais dites-vous que les arbitres sont des acteurs clés du bon déroulement des rencontres. La FTF applique la tolérance zéro par rapport à des comportements inadmissibles que certaines décisions des arbitres peuvent engendrer. Nous essayons aussi d'apporter des réformes au secteur de l'arbitrage et cela va porter des fruits. Nous devons continuer à former des arbitres pour qu'ils soient beaucoup plus performants. Et nous comptons bien sûr sur le département de l'arbitrage pour aider et redresser la barre et avoir un arbitrage de qualité, indispensable au bon déroulement du championnat. Guy Akpovi affirme tolérance zéro pour l'arbitrage finalement. Oui, tolérance zéro qu'on ne voit pas. Parce qu'on n'a jamais sorti une note, un communiqué pour nous dire que cet arbitre a mal officié le match entre Sarah ou bien, comment on dit ça, Forda ou Entente. On n'a jamais vu. Tolérance zéro, c'est où? Il faut le prouver sur les faits. Parce qu'on suit les vidéos, il y a des arbitres, franchement. Il y a des matchs que nous diffusons sur la vidéo. Oui, on le suit. Il y a des décisions arbitrales qui vraiment ne sont pas correctes. Et ça déjoue le classement, ça déjoue aussi les potentialités des clubs et leurs performances. Donc il faut le revoir comme il a dit. Si tolérance est zéro, nous voulons qu'un jour, sur un match, qu'on nous sorte un communiqué que cet arbitre a été sanctionné parce que c'est notifié. C'est notifié, Wadia. Mais est-ce que c'est vraiment aussi mauvais que ça, l'arbitrage? Écoutez, moi ce qui m'écoeure, c'est que au bout de 2 matchs, tu te retrouves avec le même arbitre. C'est ça, je ne comprends pas. Ça, je n'arrive pas à comprendre. Avez-vous écrit des notes pour réclamation? Écoutez, j'essaie d'en parler avec... moi, je ne peux pas faire la note, c'est à l'administration de le faire. Et des fois, le problème d'arbitrage, ce n'est pas seulement de siffler un penalty. Un arbitre peut venir avec autres idées, c'est qu'il casse toi ton rythme au profit de l'autre équipe. D'accord. Donc c'est ce qui fait qu'aujourd'hui on décrit l'arbitrage, mais on veut un niveau au niveau du football togolais. Mais on nous parle de la formation des arbitres. Mais il faut former ceux qui vont former les joueurs pour produire du spectacle. Mais si on forme les arbitres, ils vont arbitrer. J'ai l'impression que c'est un sujet assez profond. Je pense qu'on va revenir sur d'autres émissions, et justement peut-être avec vous. Mais en attendant, la pause s'impose dans cette émission. On va y aller. On revient juste derrière, après quelques instants. Un match de 90 minutes, un match d'évasion et de passion. Cette rencontre, à chacune des journées, des résumés, analyses, découvertes avec nos meilleurs consultants et acteurs du foot. Au début de la saison, je le suivais et il avait dit dans une interview que toutes les équipes sont battables. Aucun aspect ni secteur n'est épargné. 90 minutes D1 Lonato, la vitrine par excellence du championnat de foot togolais, tous les lundis à partir de 19h30 sur New World Sports 5 et New World Mix. Sport est au rendez-vous. Un panel riche en spécialistes. Collectivement, j'attendais de voir un peu ce Real Madrid là. Du contenu pour revivre en détail et en analyse vos compétitions préférées. Jouons les prolongations avec Extra Time tous les dimanches à 21h GMT sur New Sport 1. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise
porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qui lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La direction générale. Nous sommes de retour pour cette deuxième partie. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes dans 90 minutes et Lonato et ça se passe tous les lundis à partir de 19h30. Et maintenant, c'est dossier de la semaine. C'est parti. Le sélectionneur des éperviers national d'Areni Bombé a convoqué 5 locaux pour la 5e et la 6e journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Il s'agit bien de Moro Youssouf, le gardien de but de Gomido de Kpalimé, 2 milieux de terrain, on a Jules Aziamalé du CDF Akunour et Abdoul Sebour de Asko de Kara, un attaquant Bassitou Madigou de l'AS Bina et un défenseur Amdan Ouro Ayeva. Et ça fait 5 joueurs pour les locaux convoqués finalement. Est-ce que c'est un chiffre qui est satisfaisant au vu de ce championnat de D1 Lonato que nous avons? Oui, c'est vrai que quand on est Togolais, on aurait aimé avoir assez de joueurs locaux en équipe nationale, mais la question c'est de savoir si tous méritent d'être en équipe nationale. Déjà, par rapport aux anciennes listes, déjà c'est un plus par rapport à d'autres entraîneurs. On en a 5 et moi je trouve qu'il faudrait faire venir des jeunes de temps à autre dans cette équipe pour prendre le pouls de la sélection, pour pouvoir les motiver. Et sur ceux qui sont sélectionnés, je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire, hein, d'autant plus que quand on prend le jeune Aziamalé en plus, je pense que c'est moi, ma politique, ma culture de ce football, de temps à autre ces jeunes pour prendre le pouls de la sélection, comme ça se faisait avant. Je trouve que c'est tout à fait normal. Justement, on a 5 joueurs, on a 2 milieux, un attaquant, un gardien. Est-ce que vous trouvez que ces joueurs convoqués d'abord méritent leur place dans cette sélection-là? Et si oui, ce qui a vraiment favorisé à ce choix-là? Je pense que le sélectionneur a eu un peu de temps pour suivre le championnat. Et par rapport à son plan de jeu, par rapport à la philosophie qu'il veut proposer, il a eu les joueurs dont le style le convient. Donc on va oser croire que c'est par rapport à ces critères-là qu'il a fait cette sélection. Et cette sélection est bienvenue parce que 5 locaux, c'est déjà très important. Oui. Et c'est ça qui va motiver le championnat, c'est ça qui va motiver les autres à mouiller le maillot sur le terrain pour qu'ils puissent être sélectionnés comme les autres. Félicitations à l'entraîneur, mais reste que les joueurs même n'ont qu'à maintenant lui donner, comment on appelle, leur plein potentiel. Leur plein potentiel pour que l'équipe atteigne les objectifs dont l'entraîneur poursuit. Alors Wadja, est-ce que sur les 5 joueurs convoqués, est-ce que vous êtes réellement satisfait? Est-ce qu'il y a un joueur que vous avez vu qui pouvait être convoqué et qui n'est finalement pas dans cette liste? Ben écoutez, tous les joueurs du championnat togolais sont sélectionnables, ça il faut le dire, parce que quand on les sélectionne déjà, ils gagnent en expérience, même s'ils ne jouent pas le match officiel, ils sont dans le groupe, ils apprennent. Et franchement, tous ces joueurs, Bassitou, Madougou, on a joué contre Asbina, je ne l'ai jamais vu jouer. Mais il était seul, mais il a malmené ma défense. Je me dis, ben, c'est quel attaquant?
c'est quel attaquant. Quand je l'ai vu sur la liste, je me suis dit, ben, c'est une très bonne chose. Et j'espère qu'il ne va pas aller en sélection et quand il va revenir dans son club, il va devenir le boss, il va plus respecter son entraîneur parce qu'il a été en sélection. C'est trop tôt sa sélection finalement? J'aurais souhaité qu'il commence déjà par les A', qu'on le convoque à A'. Après, on verra ça. Vous trouvez que c'est extrapolé finalement? C'est trop extrapolé. C'est ce qu'on fait d'habitude, on fait au Togo. On prend un jeune joueur de l'équipe nationale cadette ou un centre de formation. Alors, quel joueur à sa place vous trouverez finalement? Écoutez, je ne suis pas le sélectionneur. Si vous étiez le sélectionneur? J'aurai mon carnet de charges, j'aurai mes carnets de notes, je sais qui noter. Aujourd'hui, s'il trouve que ces 5-là, c'est ses préférés, c'est ce qu'il a vu, tant mieux, on le supporte, on va l'accueillir. S'il arrivait qu'il joue, même, moi je dis, s'il ne joue pas, au moins c'est un plus pour eux. Mais il ne faudrait pas qu'ils reviennent dans le club, faire le dos rond, dire que moi je suis à la sélection parce que j'ai eu ce souci. Quand même, ce n'est pas tout le monde qui est sélectionné. Non, je vous raconte une anecdote. Une anecdote où j'étais avec Okiti. Il y avait 2 joueurs qui venaient en sélection. Les joueurs se sont dit, ils vont apprendre quoi de moi. J'ai joué en équipe nationale. Ils jouent en équipe nationale. Aujourd'hui, ces joueurs sont où? Voilà, donc aujourd'hui, je pense que tous ces jeunes, je suis fier de les voir jouer à Ziamale. Exactement, merci de me tendre la prêche. Voilà. On a l'impression que Jules Ziamale, c'est le coucou ou vraiment le chouchou vraiment de cette sélection-là, avec 5 buts marqués et 3 passes décisives déjà lors de cette phase allée dans ce championnat. 5 passes décisives, c'est bien. 5 buts et 3 passes décisives, d'accord, c'est déjà bien. Mais au-delà de ça, c'est dans la production du jeu qu'on retrouve le petit, qu'il soit excentré ou bien qu'il revienne au milieu. C'est un garçon qui a quand même la capacité de tenir le ballon, de progresser. Je trouve qu'il est encore à polir. Il a une marge de progression assez large et donc il faudrait assez lui donner le temps, le polir. Ouais. Et je pense que ça fait une visibilité pour le joueur pour pouvoir progresser. Mais je reviens surtout sur le point de Wadia où pour nos joueurs togolais, atteindre la sélection, c'est comme si c'est le summum. C'est le Graal, véritablement. Et j'espère qu'ils ne vont pas piquer la grosse tête, surtout lui, piquer la grosse tête, mais qu'il continue quand même sa progression, qu'il accepte qu'il a cette maille de manœuvre. C'est parce que en club, son entraîneur a su lui donner de l'espace pour s'exprimer qu'on l'appelait en sélection. Et donc, si vous revenez, vous piquez la grosse tête, il est capable de ne pas vous redonner cela. Parce que Lionel Messi, grand soit-il, il faut être humble. Il faut revenir en sélection. C'est simple. Wadia, pour ces joueurs, sauf Bolé, c'est leur première sélection. Nous, on a bien envie de savoir, votre première sélection à vous, c'était comment? Et si vous avez des conseils pour donner à ces joueurs, c'est quoi faire finalement? Moi, par rapport à tous ces joueurs, moi j'ai eu la chance de parcourir les étapes. J'ai joué en équipe nationale cadette, j'ai joué en junior, j'ai joué en espoir. Après, j'ai joué en équipe A. Donc, c'était une progression. C'était une progression et ça a donné ce que ça a donné. Mais aujourd'hui, ces joueurs, on les voit tout de suite quitter la zone AA et directement à la zone Z. Et des fois, ça monte à la tête. On se dit, je suis le meilleur. Et après, la chute est terrible. Et malheureusement. Peut-être qu'ils ne remontent plus finalement dans leur club. Dans leur club, voilà. Et ils disparaissent comme ça. Mais moi, je pense que ces joueurs, à part Bodé, Amadan, Ouro, Aïva, je pense que c'est un défenseur. C'est un défenseur. C'est un défenseur. Et entre les deux, je pense qu'ils doivent canaliser un peu leur fougue. Parce que déjà,
Uruaeva, c'est un joueur qui il a la rage, mais des fois il excède, il joue. C'est excessif, c'est ça? Voilà, excessif, où ça peut causer beaucoup de dégâts. Donc je pense que quand Nimombe va le voir, il va essayer de le canaliser. C'est pas à chaque fois qu'il faut rentrer dedans. Et Bodé, c'est pas à chaque fois qu'il faut rentrer dedans. Et c'est pas à chaque fois aussi que tu dois monter, faire des centres. Non, un latéral, c'est quelqu'un aussi qui joue des fois en soutien. En soutien, ouais. Donc le coach est là, il a tout le potentiel pour essayer de le canaliser. On aime bien des conseils comme ça d'un ancien capitaine des Éperviers, ça fait plaisir. Et je pense que ça ne va pas rentrer dans les oreilles des sourds. Alors, Sebabi, finalement, en tant que DTN, en tant que directeur technique, est-ce que vous pensez que ces joueurs vont véritablement faire l'affaire? Effectivement, quand vous suivez ce que Wadja a détaillé tout à l'heure ici, et ce que nous savons des équipes nationales, je pense que, bien sûr qu'on cherche les talents. Oui. Il faut que notre équipe nationale gagne les matchs. Il faut que notre équipe nationale présente un fonds de jeu pour la population, parce qu'en mondial, en qualification sur le mondial, ça nous permet de préparer les compétitions africaines à venir plutôt sur la CAN 2027. C'est bien de prendre ces joueurs. Mais est-ce que ces joueurs, bien sûr, malgré leur talent, ils ont passé quelle catégorie avant de rechuter en A? Ils pouvaient être des locaux que le public en a une fois vu jouer les matchs internationaux et donner un bon jugement. Aujourd'hui, c'est déjà fait grâce à leur talent qu'ils ont prouvé en première division et les performances. Et que l'encadrement qu'ils vont aller recevoir au niveau de Nimombe peut les changer, les glorifier, leur donner de la force et la performance. Donc, si je comprends mieux, j'ai l'impression que pour l'instant, en D1 Lonato, il n'y a pas vraiment ces équipes-là qui peuvent vraiment extrapoler directement, de ces joueurs, pardon, qui peuvent extrapoler directement du championnat à l'équipe A. Oui, je parle des 3 joueurs. Parce que les 2 extrêmes, on les connaît. Après avoir joué... Vous parlez de Mourou Youssouf, vous parlez de Jules Aziamale et Hamdan Bassou. Ok. Voilà. Sinon, les 2 là, on les connaît. Et on connaît leur performance. Ils ont joué en équipe A'. Exact. On les connaît. Mais on parle de ces jeunes qui, aujourd'hui, qui n'étaient pas sur la liste des locaux, mais se retrouvent en même temps au niveau des A. Donc, que ça soit un bon passage pour eux, par rapport à ce que l'entraîneur va la communication entre l'entraîneur des Éperviers et ses enfants. Mais Mourou Youssouf avait déjà joué, il était déjà sélectionné dans l'équipe A. A'? Dans l'équipe A. Mais pour moi, le problème ne devait pas se poser tel si on avait une bonne organisation de nos différentes sélections. C'est simple pour moi. Parce qu'aujourd'hui, les A', vous attendez quel moment pour les voir jouer s'il n'y a pas les éliminatoires du Exactement. Quel regroupement font-ils? Quels matchs amicaux font-ils pour qu'on puisse regarder toute cette étape? Autant quand Wadja il part, à leur temps c'était avec Gueuler, et je pense qu'entre quelques journées de championnat, ils avaient des regroupements qui faisaient à Lomé, qui travaillaient, ça permettait d'avoir une idée. Aujourd'hui, on n'a pas toutes ces étapes-là. Mais quand vous prenez les moins de 17 ans, ils ne se regroupent pas. S'il n'y a pas Ifouabé qui les connaît. C'est compliqué. Même les dames, s'il n'y a rien. Et donc aujourd'hui, ce n'est pas tant la faute à ces joueurs, ou bien la faute au staff technique. C'est les compétitions qui manquent. Mais c'est la vision que l'État et la Fédération ont de notre football. Si aujourd'hui, c'est vrai, Ribéry, il n'a pas connu les étapes. Il est arrivé directement à l'équipe de France parce qu'il était très bon. Mais ici, est-ce qu'on a des joueurs aussi bons que Ribéry pour y arriver? Donc ça doit nous faire repenser notre football. Merci beaucoup. Je pense qu'on va clore ce sujet, on va y aller avec un autre sujet et on rentre dans une autre rubrique qui est à la découverte d'un commentateur de match, Latif Uroma.
Isaac Monglo qui va écarter sur qui? Il va écarter sur un partenaire. Lui, il a pour nom Komi Ataba. Ataba, ça va revenir. Il n'y a pas trop de solutions. On revient dans le corps du jeu. On va jouer de façon... Son nom, c'est Latif Yurouma. Sa voix résonne dans les transistors depuis belle lurette. Il vit et fait vivre les rencontres des championnats locaux de football depuis que le virus du micro et de la radio s'est emparé de lui il y a bien longtemps. Cette formation de l'AC et Barracuda qui essaye de contrôler, on joue dans tous les compartiments. J'ai grandi à l'intérieur du pays. Notre radio, c'est Radio Lomé. La passion de suivre la radio, parce que j'ai eu un papa qui aimait le sport. À chaque fois qu'on joue, il est devant son poste radio. Étant petit, le papa nous obligeait à être avec lui à la radio, aux côtés donc de la radio, pour suivre des matchs. Donc la passion est née comme ça. Et ça va permettre au poulain de Ouadjalantam de repartir toujours 0 but partout. 16 000. Je faisais des matchs à voix sèche, j'improvisais des matchs. Et à l'école, on a eu la chance de jouer des interclasses. Et à un moment donné, à partir du collège au lycée, quand les autres jouent, moi je m'improvisais journaliste, je retransmettais les matchs. Et c'est depuis la première que nous avons commencé à toucher le micro au niveau de Radio Tchaoudjo à Sokodé. Des terrains périphériques poussiéreux au confort des grands stades du Togo, comme ici au stade municipal de Lomé, avec son portable comme outil de retransmission, Latif Yurouma trouve des mots pour sublimer les matchs, au point de se faire admirer de ses propres confrères. C'est un confrère, c'est un ami aussi. J'ai partagé tout avec lui. On s'est connus il y a pratiquement des années. Latif, quand vous discutez avec lui, il vous dit, moi je ne sais rien faire d'autre que écrire pour parler du sport, c'est ça. Ça fait toute sa passion. En tant que journaliste professionnel, c'est quelqu'un qui essaie quand même de mettre de la rigueur. C'est un journaliste qui ne cesse jamais de se mettre à cause. Il a beaucoup progressé. Et ce n'est pas le Latif d'hier. Si le Latif d'hier n'est justement pas le Latif d'aujourd'hui, ce serait parce qu'aujourd'hui, il tire toute sa substance des expériences d'hier. J'ai fait Radio Tchaoudjo, j'ai fait Radio Tchamba, je suis à Sport FM depuis 2007. Et voilà, je collabore aussi au niveau de la web radio Djena. Et puis, je suis également directeur de publication du journal Miroir Info. Le tacle de ce défenseur de l'entente, ce n'est pas fini, le ballon reste encore pour le CDF et c'est finalement dégagé. Aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'il n'est pas fermé aux reproches, il est ouvert, que ce soit le plus jeune ou le plus petit, quand même il écoute ce que vous avez à lui dire parce que à chaque fois il y a toujours quelque chose à améliorer. Il n'hésite pas quand même à vous approcher, à vous demander des choses et surtout à vous dire voilà, vous aurez pu mieux faire dans ces conditions, vous aurez pu apporter ceci de plus. Ouvert d'esprit et professionnel au dire de ses confrères, quelques anecdotes viennent jalonner son parcours. Mais il faut dire que c'est quelqu'un aussi qui s'emporte très vite dans certaines circonstances. C'est difficile parfois de le maîtriser. Parfois, il vous faut arriver au stade lorsqu'il est sous pression pour faire un match et que parfois l'effort de l'ordre dans l'excès des ailes pose un problème. C'est là où vous voyez Latif partir dans tous les sens et vous vous demandez mais est-ce qu'à la fin il va pouvoir faire son match? Mais à la fin il vous sort un match assez potable. Du rêve, même après plus de 20 années à être partout sur les stades, Latif Yurouma en a encore et toujours. Je retransmets des matchs, ça fait longtemps, mais je me dis, quand je fais un match après, je le réécoute, je sais que j'ai encore des marges, j'ai encore des choses à combler. Donc on a besoin de formation. Je rêve d'un épanouissement dans le média que je suis. Je suis heureux d'être à Sport FM et je rêve que Sport FM se donne de la dimension pour que nous aussi on puisse avoir de la dimension et pourquoi pas être ailleurs. Voilà, ce sont mes rêves et mes perspectives. Elle est défensive, non. En attendant que ce rêve ne se réalise, qu'il brûle toujours en lui cette passion du micro afin de toujours transporter ses auditeurs au firmament de sa voix. Ça va revenir, il n'y a pas trop de solutions, on revient dans le corps du jeu. On dit merci à Siram Koudaye pour cet élément. Vous savez que je vais vous donner la parole, finalement. Je m'y attendais forcément. Donc,
Non, écoute, par rapport à l'élément, que pensez-vous? Non, c'est quelqu'un que je côtoie depuis des années. On est ensemble au groupe Jena Media, où il est le rédacteur en chef, je suis le responsable des programmes. C'est vrai, ce n'est jamais aussi facile quand vous devez travailler ensemble. Parfois, on se rentre dedans quand ça s'agit du professionnel. Mais il faut quand même reconnaître que c'est quelqu'un qui est sympathique, qui est ouvert, qui sait s'approcher des gens, qui sait quand même aussi vous dire ses vérités quand ça ne va pas, quand il le faut. Et c'est peut-être parfois, certains peuvent se dire que c'est Latif, il veut faire ci, mais c'est quelqu'un qui est comme ça. Vous voulez dire quoi par là? Non, c'est-à-dire parfois certains pensent que oui, il va jouer peut-être au connaisseur, mais Latif il n'est pas comme ça. Il va être un peu arrogant. Oui, non, mais pas du tout. Quand vous ne le connaissez pas, vous pensez qu'il est arrogant, mais quand vous l'approchez, c'est quelqu'un de totalement... Mais c'est juste qu'il a aussi un son un peu chaud, donc finalement ça peut... être dans la confusion. Mais écoutez, vous ne pouvez pas être en fait un bon journaliste sportif et puis avoir un sang-froid, ça ne donne pas. Il faut bouger. Voilà. Okay. Alors, que pensez-vous de Latif, de ses commentaires et ce qu'il nous donne réellement à chaque fois? Latif, au-delà du journaliste sportif qu'il est, il est aussi animateur de certaines réunions, certaines assemblées générales où il se cultive beaucoup. Oui. Il se cultive beaucoup dans tous les sens dans ce métier de journaliste que lui-même estime aimer. Donc c'est quelqu'un qui a travaillé pour améliorer beaucoup de choses en lui, dans sa transmission et dans les événementiels où il se présente. Oui. Donc moi je pense que aguerri qu'il soit, aujourd'hui avec beaucoup d'expérience, plus de 20 ans, aujourd'hui bon, il mérite mieux. Et on doit le soutenir dans tout ce qu'il fait. Quand vous suivez Latif Yorouma sur un commentaire, sur un match, c'est comme si vous le vivez à la maison. Il est assez vivant, donc voilà, c'est comme si vous vivez le match là à la maison en l'écoutant. Donc c'est une bonne personnage dans le journalisme. Il mérite d'être encouragé. Courage à toi, mon frère. Continue. Je pense qu'il vous écoute. Derrière vous. Alors, Wadia, quand vous êtes sur la pelouse avec vos joueurs, histoire de voir réellement comment faire pour gagner ce match, Latif, il est quelque part avec son téléphone et son micro qui retransmet lui son match. Vous voyez comment chacun a son travail, finalement. À chacun son boulot. Et franchement, c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. À part son métier de journaliste, comme vient de le dire mon directeur technique, c'est quelqu'un qui ne refuse jamais des invitations. Si la SAFT, la NEFOOT ou... en fait, quand on a besoin de lui, il est présent. Il est toujours présent. Donc, c'est des gens, ils ne regardent pas le cachet, mais il accepte déjà son travail. Voilà, il vient pour son travail d'abord, et puis après, bon, si vous le trouvez quelque chose, il le prend et puis il rentre. C'est quelqu'un de très jovial. C'est vous travaillez pratiquement ensemble toutes les fois. Est-ce que c'est vraiment évident et très facile de travailler avec Latif? Ouais, c'est facile. Hein, c'est facile si vous-même vous n'êtes pas compliqué, si même vous arrivez à comprendre. Parce que ce que je vous dis, parfois vous venez à la rédaction, lui et moi, on se rentre dedans proprement, très proprement, parce que c'est le travail. C'est normal sur le lieu de travail. Après, c'est quelqu'un chez qui on va se retrouver, on va boire un coup. C'est quelqu'un qui t'invite chez lui, c'est quelqu'un qui est apte à venir chez toi. Je connais chez Latif, je connais toute sa famille, il connaît ma famille. On est un peu comme des frères maintenant, quoi. Alors, c'est vrai que quand on suit la retransmission des matchs, il y a un travail derrière. Comment ça se passe réellement en Suisse dans cette interview? Un match de football, ça se prépare. Aujourd'hui, nous suivons un match. Avant d'arriver, c'est vrai qu'on a l'histoire de ce qu'on appelle le football togolais. On a l'histoire du championnat, on a l'histoire des deux clubs pour lesquels on fait le match. Et quand on a tous ces éléments, avant d'arriver à un match, c'est beaucoup plus facile de faire son match. Vous voulez faire une retransmission d'un match, il faut connaître tout de suite le gardien. Il faut connaître le capitaine, le défenseur central, l'attaquant. Lorsque vous avez un joueur également au milieu de terrain, vous avez ce qu'on appelle votre colonne vertébrale. Et là, il faut savoir quand même être dans la rapidité lorsqu'on fait le match en radio. On dit tout, parce que celui qui est à la maison, il ne voit rien. Et c'est vous qui devrez dire tout. Le son, le bruitage, les mimiques, les gestes.
Et quand on n'est pas prompt, quand on n'a pas l'histoire de l'étoile filante qui ne se déplace jamais sans ses supporters, quand on sait qu'il y a une façon de jouer au terrain, quand vous attendez le son, on sait que ce sont les supporters de l'étoile filante. Vous venez au stade municipal, vous voyez une position des supporters, vous savez que c'est tel supporter, tel groupe de supporters qui aime prendre cette position-là. Quand vous avez ces informations, c'est beaucoup plus rapide. Maintenant, il faut avoir quand même ce qu'on dit, il faut avoir le vocabulaire. Il ne faut pas être un professeur d'université pour faire bien un match. Il faut juste avoir le vocabulaire adapté. Nous sommes en sport, le sport a son vocabulaire, le lexique, et quand vous l'avez, vous faites aisément votre match. Vous reconnaissez dans cette façon de travailler, cette méthodologie? Écoutez, chaque travail, avant de le faire, c'est qu'il faut vous préparer. Et le football, encore commenter un match de football, c'est encore compliqué parce que vous devez avoir l'historique des deux équipes, vous devez avoir les 22 acteurs sur le terrain au départ, même les remplaçants, les coachs, les anecdotes sur les équipes, les rencontres passées, ça fait beaucoup de choses. Vous devez vous cultiver. Parfois, on est obligé d'appeler les joueurs ou les entraîneurs des clubs pour avoir des informations. Tel joueur, est-ce qu'il était déjà là? C'est pour cela parfois on se chamaille avec les chargés de communication des clubs quand vous arrivez et que même vous arrivez à 30 minutes avant le match, ça c'est être en retard d'ailleurs, vous n'avez pas la feuille de match. Et c'est compliqué, malheureusement c'est le travail que nous vivons, c'est passionnant mais ça c'est des exigences aussi. Pas évident. Parce que quand il le dit, il faut avoir le vocabulaire parce que le sombrero, l'aile de pigeon, la reprise acrobatique, tout ça c'est que si vous n'avez pas ce vocabulaire, personne n'a tendance à vous suivre. Merci beaucoup. Je comprends et bon courage à vous pour la suite. Mais en attendant, on va parler de cette journée 14 qui s'annonce très bientôt avec des affiches qui seront tellement enchantantes. On a l'ASK qui va jouer l'AS OTR, l'étoile filante va retrouver l'AS Tambo, Unisport Gomido, en 32 et Assi Barracuda, l'AS Bolosou, le CDF ACNOR. Barracuda en 32. Et vous serez en déplacement. Bon, ça, on va pas appeler ça un déplacement, d'autant plus bien sûr, même si c'est à Lomé, quand même. Au match aller, on ne savait même pas qui recevait qui. Donc au match retour, ça serait pareil. Donc je pense qu'on va bien se préparer pour ce match et vraiment l'entamer. Il faut commencer avec une victoire, mais c'est première journée, cette première aussi. journée de la phase retour avec une victoire. Une victoire, vous me promettez? On est 4 sur ce plateau et il y a les téléspectateurs. Écoutez, je ne suis pas dans les secrets de Dieu, mais je pense que nous allons faire quelque chose quand même. Que ça soit sur la pelouse ou ailleurs, forcément ça va ça va finir par une victoire. Alors, quel match vous enchante le mieux pour cette 14e journée? ASK SOTR à Kara, à Ouelou forcément, pour revoir la rédemption peut-être de l'ASK, si l'ASK va se remettre dans le sens de la marge, si Ametokolo a pu corriger quelques détails, et de revoir du côté de l'ASOTR, parce qu'ils feront face à une défense qui est assez compacte, si le problème de buteur est réglé du côté de l'ASOTR et s'ils vont pouvoir maintenir cette dynamique. Ce match va peut-être le permettre, va être peut-être un socle de construction pour pouvoir maintenir les cas pour la SOTR. Et vous, Ministre Babi, quel match vous allez suivre quel match d'abord et pourquoi? CD Akunura Asbo Lesu. Parce que je suis aussi l'entraîneur de Asbo Lesu. D'accord. Ce n'est pas du tout facile de jouer à Neho. Et pour gagner un match à Neho, franchement, il faut se lever très tôt. Et Asbina Doumbé, comment vous voyez cette phase de retour? Est-ce que Doumbé est prêt pour continuer? On va attendre. S'ils ne se déplacent pas pour ce match, c'est fini. Oui, ça fait 3 matchs. C'est fini pour eux totalement. Et donc, il faut revoir les équipes qui les ont battis, retirer 3 points sur toutes ces équipes. Et puis, mais pour moi, c'est compliqué. Quand on sait qu'on n'est pas sûr de... Il ne faut pas s'engager. Merci, cher monsieur. Pourquoi retirer les 3 points ceux qui les ont déjà battis? On va retirer forcément. Pourquoi? C'est la règle. Je vois. Donc, si ça revient à 7 points, ça sera plus compliqué. Wadja, merci à vous Wadja, merci à vous Nini Sebadi, ça a été un plaisir également à vous Elie. On espère vous retrouver très rapidement. Merci, ça a été un plaisir pour cette émission. On se retrouve très prochainement pour une prochaine émission. D'ici là, portez-vous bien. Bye. Merci.
match de 90 minutes, un match d'évasion et de passion. Cette rencontre, à chacune des journées, des résumés, analyses, découvertes avec nos meilleurs consultants et acteurs du foot. Au début de la saison, je le suivais et il avait dit dans une interview que toutes les équipes sont battables. Aucun aspect ni secteur n'est épargné. 90 minutes D1 Lonato, la vitrine par excellence du championnat de foot togolais tous les lundis à partir de 19h30 sur New World Sport 5 et New World Mix. Mais le basket, ça tombe bien. L'Euroleague, le gratin européen est sur New World Sport. Ça va partir dans tous les sens avec Mike James, Nadir Rifi, Mba Ndiaye. Chaque semaine, les 6 meilleures affiches. L'Olympiakos, le Fenerbahçe, tous tentent de rattraper Paris en tête du classement avec un objectif en tête, les playoffs. Récapitule. Mais le basket, l'Euroleague, c'est sur New World Sport. Communiqué de la Lonato. La Direction générale de la Loterie nationale togolaise porte à la connaissance de la population en général et des parieurs en particulier qu'il lui a été donné de constater que certaines personnes se réclamant de son personnel proposent à travers des messages qu'ils diffusent sur les réseaux sociaux de fournir des numéros gagnants pour des tirages de loto. Dans leur mode opératoire, pour tromper la vigilance des parieurs, ces personnes n'hésitent pas à afficher des tickets gagnants falsifiés, des numéros de téléphone et des supposées pièces d'identité des organisateurs. Ces agissements constituent de la pure arnaque. La Loterie nationale togolaise informe les parieurs et la population qu'elle ne propose pas et n'a jamais eu à proposer de numéros gagnants à l'endroit des parieurs. Le choix des numéros sur lesquels prendre les paris reste personnel aux parieurs. La Lonato décline toute responsabilité devant ces faits qui sont de la pure et simple escroquerie. À cet effet, la Lonato invite les parieurs et la population à une plus grande vigilance pour ne pas tomber dans le piège des arnaqueurs. Les recherches sont en cours pour identifier les auteurs de ces actes qui seront soumis à la rigueur de la loi. La Direction générale. Avec la Lonato, passez de bons moments foot avec le championnat D1 Lonato. Lonato, acteur majeur du développement du football togolais.